enlèves 8 boulons et la voiture est coupée en deux. Aïe. Et des Oui, émissions c'est le de côté CO2. génial. Hein. Bah oui, c'est même pour bricoler, tu t'assois sur la roue. Oui. Et tu es tranquille, tu es assis. Quoi. Une jambe à droite, une jambe à gauche. Voilà, comme pour pique-niquer, Voilà. tranquille, peinard. Et puis, bah voilà quoi. Marque pour manger, ça peut être pratique aussi. Ouais, tu peux cuire ton Tu t'assois beefsteak. sur le- Tu cuis ton beefsteak et Et tout. voilà. Tranquille, peinard. Et tu as toujours la Berthe. Toujours, oui. Elle a la même année que ça presque. Non, notre 504 est de 79. Et l'Auto Bianchi. Mais l'Auto Bianchi est un peu plus récente, elle est de 84. Ah oui, bah tu vois. Ouais. Tu fais toujours les courses de côte. Oh Non, mais tout t'as ça, fait c'est avec. Pas celle-là. Pas celle-là. c'était laquelle, La même, verte capot noir mat. Oui, je me rappelle de celle-là, oui. Ouais. Le premier petit vieux horloger, ça a été le grand-père qui était installé à Carreau après avoir été frère. Le papa a pris le relais, alors avant-guerre à Malétroit, mais ici en 49, ils avaient racheté un horloger. Et nous, on a pris la succession en 81. Le papa voulait m'envoyer dans une école d'horlogerie à 15 ans. Et il était très ami avec le président des horlogers du Morbihan qui lui a dit « Écoute Eugène, apprends-lui dans le métier, ça vaudra mieux. Dans le cas contraire, il sortira de l'école, il aura un bout de papier, mais il ne saura rien faire. » C'est ce qui lui avait été dit. Donc voilà comment il a pris la décision que j'allais apprendre avec lui. S'il m'en a appris certainement une bonne moitié, il y a bien des choses que j'ai appris soit avec ma sœur ou tout seul sur le tas, parce que dans la mesure où il avait une expérience, une connaissance qui à mes débuts était extraordinaire, quand je posais une question, j'étais presque l'idiot de service. Alors c'est vrai que travailler en famille, c'est pas toujours facile, mais on y arrive, la preuve. En venant, l'espoir c'est que vous m'en appreniez et que peut-être que je vous en apprenne. En fait, les plans que vous avez de cette pendule, c'est probablement les schémas que mon grand-père a fait quand il l'a démontée. Il y a eu deux réparations et la dernière, ils ont demandé à ce qu'elle soit classée monument historique. Ça a été à l'origine de ça, oui. Et en fait, dans les années 60, le papa avait vu dans Ouest France que la pendule était en panne, mais ne pouvait pas être réparée parce qu'il n'y avait pas de documents. Oui. Et le papa savait qu'il y avait dans notre grenier enfin, entre autres une mallette dont il n'avait pas le cadenas. Oui. Et en fait, la curiosité l'a poussé à ouvrir. Et en fait, c'était des plans de l'horloge. Ce qui fait que le papa, qui est mort il y a une trentaine d'années, a toujours cru que le grand-père avait subtilisé les documents. Alors, comme m'a dit un frère une fois, même s'il l'avait fait, c'était probablement les sauver. Et puis en fait, j'ai su plus récemment, il y a simplement, il y a moins de 10 ans, par une tante, qu'en fait, non. Tous ces plans-là, c'était des plans du grand-père, des plans qu'il avait faits quand il l'a démonté. En fait. Partir de... Oui, voilà. Il serait intéressant de les comparer aux plans que nous avons, parce qu'on a les plans du frère Bernardin, mais non pas l'original des plans, mais une copie. Du grand-père. Parce qu'en fait... C'est le grand-père? Oui. Si on peut voir ça, il faut aller à Prague.
Alors Prague, c'est pas n'importe côté. Les calculs, c'est quand même beaucoup plus complexe. Les calculs de Bernardin que l'horloge. Le nombre de pignons qu'il faut pour mettre 4 satellites, oui, bah ça, c'est un calcul. Les autres, c'était connu. Bernardin, son maître était astronome. Et son maître, Bernardin, parce qu'il a été formé par un maître qui est le 14e docteur de mathématiques de France. Par contre, il a formé des centaines de jeunes qui étaient tous capables de démonter, de remonter et de réparer. Ça, vraiment, je trouve ça assez étonnant. Donc, votre grand-père, pendant le temps qu'il a été frère, il a dû être frère pendant 4-5 ans, à peu près, eh ben, il a dû apprendre, Bernardin était mort, mais il a dû apprendre par des élèves de Bernardin. Alors, en même temps qu'il devait développer, alors il ne peut pas en parler parce qu'il est décédé, votre grand-père, il devait développer dans son environnement des jeunes frères de l'époque un enthousiasme délirant. Donc nous avons ici là, le cahier de tous les calculs et de toutes les descriptions des cadrans de l'horloge astronomique du frère Bernardin. Mais manifestement, ce n'est pas l'écriture du frère Bernardin. C'est donc quelqu'un qui a soit copié sur le cahier, soit lui-même refait, mais je pense qu'il a dû copier sur le cahier du frère Bernardin. Et alors ce serait intéressant de voir, de comparer de comparer avec les documents qu'on a, enfin le peu de documents qu'on a du grand-père au niveau de l'écriture. Voilà, oui. Oui, et donc une fois que ça se sera fait, on pourra avoir une certaine idée. Voilà, oui, tout à fait. Oui. Et alors en regardant, si on veut, la base de données des frères de notre congrégation, on voit que dans les années 1902-1903, le grand-père était ici chauffeur horloger. C'est le titre, la fonction qu'on lui attribue. Et donc ici, vous voyez quelques copies des pages, là, ça vous permettra de comparer avec son écriture, oui. Fort possible qu'on trouve la même écriture. Oui, parce que pour le moment, pour nous, c'est un mystère de savoir qui a écrit ça. Et, oui. En tout cas, il fallait qu'il soit déjà lui-même assez solide dans les connaissances. There are a number of astronomical clocks in France, located in Beauvais, Besançon, Bourges, Chartres, Lyon, Saint-Omer, and Strasbourg, and one in Ploermel. The clock was built in the 19th century by Brother Bernardin Morin and stands in the grounds of the mother house of the Frères de Ploermel congregation. C'est une quasi-certitude que c'est les documents de la pendule qui ont été écrits par le grand-père. Au niveau des N, des M, tout est strictement identique. C'est une certitude à 99,5%. Avoir un grand-père qui a réparé une pendule comme ça, il y en a quand même relativement peu en France et on peut même dire relativement peu au monde. C'est forcément une fierté. Alors donc il se trouve que la catégorie de compteurs sur lequel j'ai le plus de travail, c'est sur les voitures anglaises. Bon là c'est un Triomphe, mais la marque pour laquelle j'ai le plus de travail, c'est MG. Bien que je travaille pour un petit peu toutes les marques, j'ai pas souvent eu de travail en Ferrari, ce qui serait un plaisir, forcément. Mais j'ai eu le plaisir de travailler pour des pièces d'exception, entre autres il y a quelques années. Deux contours d'Alpine Renault qui ont fait les 24 heures du Mans, dont celui de la gagnante en 1978. Ce qui était pour moi, je dirais, au-dessus de mes rêves, dans la mesure où 1978, c'était ma première année en tant que commissaire aux 24 heures du Mans, donc ma première année au bord de la piste. Je serais tenté de dire que j'ai sûrement récupéré ce que j'appelle quelques chromosomes automobiles, puisque le papa, dans les années 50, a créé 3 inventions au niveau de l'automobile. Il n'a jamais trouvé le filon pour devenir riche ou très riche, mais je pense que j'ai dû en récupérer une part de passion. Et le point de départ, ça a été, je dirais, à 14-15 ans. Je n'avais qu'un rêve en tête, c'était non pas être horloger, mais un apprentissage de mécanique auto, avec
l'espoir de pouvoir à 18-20 ans faire un petit peu de compétition, préparer ma voiture. Alors, je dirais que la vie m'a donné cette chance-là quand même de courir quelques années. Et l'arrière-pensée, c'était pourquoi pas travailler chez un préparateur automobile ultérieurement. Alors à 14-15 ans, c'était peut-être simplement un rêve de gosse. Mais le problème, j'avais un papa qui avait du tempérament et il avait décidé que je devais prendre la succession. Et donc c'est ce qui s'est produit. Mais malgré tout, avec ce que je fais maintenant, je réalise un petit peu mon rêve. Je considérais que uniquement l'horlogerie, c'était un petit peu juste pour donner une image d'artisan. Et puis ça pouvait également financièrement être un petit peu juste. Et je me suis dit que j'étais horloger, j'ai toujours eu la passion de l'automobile. Pourquoi pas me lancer dans l'horlogerie automobile? Donc j'ai cherché à apprendre très vite, voir d'abord si ça pouvait être dans mes cordes, de réparer du compteur. Quand j'ai vu que techniquement, au niveau gabarit, c'était dans mes cordes, que ça correspondait pour moi à peu près à du réveil bijou. Donc je me suis dit, il faut y aller. Les dents sont manquantes ici. Et ici, non, c'est bon. Par contre, au niveau des compteurs, on est très peu en France à faire ça, donc il a fallu tout apprendre tout seul. Et donc pour pouvoir démarrer à fond là-dedans, il me fallait obligatoirement un variateur. Et donc dès que j'ai réussi à trouver le premier variateur, j'ai dit bon, on y va à fond la passion. Moi, j'ai la chance d'avoir une femme, je dirais, sensationnelle, qui m'a toujours suivi dans ma passion et qui me suit encore dans ma passion. Elle ne m'a jamais bridé, bien au contraire. Je n'ai jamais eu le plaisir de courir sur la piste du Mans. J'ai tourné sur le circuit Bugatti et j'ai eu le plaisir, ma première année de commissaire, donc 78, on m'avait demandé de monter au milieu des stands à la pendule pour qu'on me donne un poste. Et quand on m'a dit que c'était les virages Porsche, j'ai fait l'hypocrite, j'ai dit que non, je ne savais pas trop comment y aller par l'intérieur du circuit. Donc on m'a gentiment dit, bon écoutez, dépêchez-vous, vous prenez la piste. Et donc cette année-là, j'avais mon auto Bianchi Abarth avec lequel je courais. Et j'ai eu le plaisir de faire un tour au ralenti, mais circuit fermé. Et ça, je dois dire que ça reste un bon souvenir. J'ai probablement un peu d'étain avec passion automobile, hein, puisque bon, notre fille est commerciale, elle fait énormément de kilomètres à la semaine, le deuxième est mécano et le troisième est routier. Donc les trois ont un volant entre les mains, je dirais, toute la semaine. Mais au niveau de l'horlogerie, non, il n'y a aucun espoir. On ne sait jamais, pourquoi pas un petit-fils, un des petits-enfants. Ça, c'est du tout frais fini. Prendre celle-là qui est chouette aussi. Ah, j'ai pas sorti le... Je sorte celle-là quand même. Et tu sais que celle-là, dans les semaines qui viennent, elle va avoir les phares et les feux arrière. D'accord. Les LED, alors j'ai un phare qui est cassé, mais c'est pas grave. Hein. Alors bon, ça c'est pareil, tu vois, ça va être peint en noir. Et tiens, regarde, tu vois comment il fait le phare. C'est ni plus ni moins qu'un bol avec un plexi transparent. Donc ma LED, elle sera dans le bol. Et donc, elle aura ses phares. Alors, j'essaierai de ne pas régler les phares, les LED vers l'avant, pour que ça éclaire pas trop.
Et les feux arrière, ben, ils sont sur le réservoir d'essence et j'ai percé des tout petits trous pour que ça se voie le moins possible, comme dans la réalité où ça éclairait pas beaucoup. La Bugatti a gagné Le Mans en 1939. Elle a une originalité, c'est le phare d'aile. Qui éclaire sur les côtés. La Corvette, j'ai simulé les freins qui chauffent. Donc c'est pour ça qu'elle a les clignotants, parce qu'elle rentre au stand. On voit mieux là. Et celle-ci a même les feux de recul en marche arrière. Alors cette voiture, c'est une Porsche RS Spider. Donc Spider qui signifie ouverte, bien sûr. Elle a fait Le Mans en 2009, elle a fini première en catégorie LMP2, c'est-à-dire catégorie 2. Et pour y faire quelque chose d'original, je l'ai montée en 2 roues indépendantes, j'ai 2 roues motrices, mais chaque roue motrice est entraînée par un moteur. Elle a les phares, elle a les feux arrière, et dans la mesure où elle a fini première, elle a également une petite LED bleue qui correspond à la couleur du carré de support de numéro. La pose des LED, je dirais 8 à 10 heures, simplement les LED. La voiture, je pense une bonne vingtaine sans doute. Le modélisme, c'est effectivement la pire de mes passions. Bon, c'est d'abord le fait que je sois un grand enfant, je l'ai toujours été. J'ai commencé dès l'âge de 14 ans, mais enfin c'était simplement avoir un circuit jouef et m'amuser. Mais très rapidement, j'ai eu envie d'avoir une collection plus importante et puis de créer. Et plus les années passent, je crois, pire est la passion. Et mon plaisir à une époque, ça a été créer modifier des voitures. Par exemple, une Porsche Carrera, une deuxième Porsche Carrera est devenue une Porsche 935. Donc c'était le côté esthétique, hein, mais maintenant c'est le côté technique, le côté créatif, presque, enfin je pourrais dire de l'horlogerie, que je fais même à ce niveau-là. Puisque récemment, en début d'année, sur une voiture ou un 43e, une Porsche 917, j'ai mis un deuxième moteur pour faire tourner un ventilo. Le ventilo fait 8 mm 4. Et le moteur que j'ai mis pour faire tourner cette turbine, vous en mettriez une demi-douzaine sur mon ongle. Mon avenir, c'est ne rien changer. Mon avenir, c'est surtout espérer que ma santé se maintienne, de façon à pouvoir continuer. Arrêter, ça voudrait dire déprimer. De toute façon, je me connais, je suis passionné. Et je dois dire que quand je vois quelquefois à la télévision des gens qui ont 90 ans et qui continuent à bosser, mais je les envie. Je ne suis pas jaloux de ces gens-là, mais je les envie et je serais heureux si ma santé me le permettait. Bon, je pense que 90 ans, ça me paraît difficile de continuer la loupe à l'œil, mais si ma santé me le permettait, mais vous me verriez avec le même sourire. I am walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me. As I'm still walking down the road, all that I do is to sing my song. But I'm so glad that sadness hasn't found me. I'm waiting for nothing. This is really something. People are passing me by. They're always running, but I don't know why. Whatever they're chasing, they don't seem to